En débat, sénateur Gignac. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, sénatrices et sénateurs, je souhaite intervenir également sur le projet de loi C-69, loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 16 avril dernier. Nul besoin pour moi, évidemment, d'élaborer chacune des mesures contenues dans le projet, puisque notre parrain du projet de loi, sénateur Lefreda, l'a fait avec éloquence et enthousiasme, j'ajouterais, hier soir. Puisque vous êtes tous très bien maintenant au fait du contenu du projet de loi C-69, mon intervention va être brève et ne devra pas excéder 5 minutes. En tant que membre du Comité des finances nationales, je voulais simplement revenir sur l'une des nombreuses observations contenues dans le rapport du comité déposé hier soir en cette Chambre. Je tiens d'ailleurs à saluer l'excellent travail de notre greffière et du leadership de notre président, de notre nouveau président au Comité des finances nationales, qui a passé le test de 2 BIA dans la même semaine. Donc, à quelque part, on va lui souhaiter une longévité au poste de président des finances nationales. Je tiens à remercier d'ailleurs mes collègues aussi d'avoir accepté d'inclure mon observation. Je vais vous la lire. Malgré ces plus de 600 pages et l'inclusion de nombreuses mesures sans lien avec les questions financières, une mesure importante du budget 2024 ne figure notamment nulle part dans le projet de loi C-69, à savoir les changements proposés au régime d'impôt sur les gains en capital. En dépit de son absence, nous avons entendu de graves préoccupations de la part des Canadiens, de divers horizons à propos des incertitudes créées par les changements proposés. En effet, le gouvernement a proposé le 25 juin prochain, la semaine prochaine, comme date d'entrée en vigueur de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital, même si le projet de loi connexe n'a pas encore été déposé. Le comité s'interroge sur cette façon de faire, notamment dans le cas d'une mesure qui a de grandes incidences sur les finances des Canadiens en cette période d'incertitude économique. Fermez les guillemets. Honorables sénatrices, honorables sénateurs, on ne parle pas ici d'une simple hausse de la taxe d'essence ou encore d'une taxe sur les produits du tabac. Il s'agit d'un changement majeur aux règles fiscales en place prévalant depuis près de 25 ans, soit depuis l'an 2000, lorsque le ministre libéral des Finances de l'époque, l'honorable Paul Martin, avait décidé d'abaisser le taux d'inclusion de 75 % à 66 % en février 2000 et à 50 % en septembre de la même année. Chers collègues, j'ai hâte de pouvoir partager avec vous, à notre retour en Chambre ici en septembre, les motifs économiques invoqués par l'ex-ministre des Finances, Paul Martin, pour justifier la réduction du taux d'inclusion des gains en capital. Il faut souligner que les très grands argentiers libéraux du pays, à l'époque, au style de gestion très conservateur, avaient assaini les finances publiques et ramené l'équilibre budgétaire. Honorables collègues, je tiens à déplorer le fait que le Comité sénatorial des finances nationales n'a pas pu exercer cette fois-ci son rôle de second regard avant l'entrée en vigueur de cette mesure mardi prochain. On n'a pas pu convoquer des témoins experts, proposer des amendements ou simplement valider les affirmations de la ministre des Finances à l'effet que cela ne touche qu'une infime partie de la société, les mieux nantis, et que ça n'aura pas d'impact économique, ça n'aura pas d'impact sur les décisions d'investissement, puis ça n'aura pas d'impact sur la croissance économique. Techniquement, il est vrai que la ministre des Finances n'avait aucune obligation légale d'inclure cette mesure fiscale dans le BIA de C-69. Le gouvernement a plutôt choisi de déposer le 10 juin dernier un avis des voies et moyens visant à modifier la loi de l'impôt sur le revenu avant l'entrée en vigueur de cette mesure. C'était son choix. Soulignons qu'aucune date limite n'est prévue
pour le dépôt d'un projet de loi portant sur l'exécution d'une mesure fiscale contenue dans un budget devant le Parlement pour une mesure fiscale qui rentre en vigueur via le dépôt d'un avis des voies et moyens. Il n'y a pas de limite, là. La contrainte, c'est de le déposer avant une abrogation de la session. Honorables sénateurs, sénatrices, si la raison invoquée d'avoir choisi de ne pas inclure cette mesure fiscale dans le projet de loi était le temps requis par les fonctionnaires pour bien préparer la documentation pour le futur projet de loi sur les gains capital, elle aurait pu choisir une date ultérieure, comme le 1er octobre, ou encore le 1er janvier prochain, comme l'ont suggéré plusieurs experts. Rappelons que la dernière fois qu'un ministre des Finances au pays a choisi de relever le taux d'inclusion des gains capital remonte à 45 ans en arrière. Lorsque le ministre des Finances de l'époque, l'honorable Michael Wilson, avait annoncé 6 mois à l'avance, en juin 1987, via le dépôt d'un livre blanc, le relèvement du taux d'inclusion sur gains capital de 50 à 66 pour le 1er janvier suivant. 6 mois de préavis. Et pour le monter à 75 il avait dit 2 ans et demi avant. Chers collègues, puisqu'il n'est pas d'usage de commenter en cette Chambre une mesure fiscale qui ne figure pas dans le projet de loi, je vais conclure en affirmant que cette façon de procéder, cette fois-ci, avec cette réforme de la taxation des gains capital, n'est pas une pratique souhaitable au plan législatif. J'ajouterais même que ce n'est pas à la hauteur des attentes des investisseurs et des Canadiens de ce grand pays membre du G7 et doté d'une cote de crédit AAA. On devrait viser plus haut en matière de pratique, de saine gouvernance, de prévisibilité de notre régime fiscal et aussi donner la chance à cette Chambre de jouer son rôle de second regard attentif si l'on croit vraiment dans l'indépendance du Sénat. Merci, Madame la Présidente. Senator Ousakos, Senator Wells, you have questions? Sénateur Ousakos, vous avez une question. Que vous prenez une question? Oui. Merci. Merci, sénateur Gignac. Merci pour votre allocation qui était, comme d'habitude, très intéressant. J'étais très content d'attendre que vous êtes d'accord qu'on passe une période économique très difficile. Tu as dit carrément qu'on passe dans une période économique d'incertitude, qui est vraiment le cas, contrairement de mon collègue et ami sénateur Lafreda. Si tu écoutes son analyse, l'économie, 90% des Canadiens vivent maintenant comme lui et comme moi. Mais j'ai beaucoup de misère de comprendre ça quand tu regardes les vraies statistiques et pas les statistiques du gouvernement. Content d'écouter votre analyse historique sur les gains en capital à l'époque de M. gouvernement Martin. Peux-tu élaborer un petit peu les raisons pourquoi le gouvernement Martin a pris les mesures qu'il a prises à l'époque, puis élaborer aussi un petit peu plus, c'était quoi l'effet de cette décision-là directement dans l'économie à l'époque au court terme? Sénateur Gignac. Bien, merci, sénateur Ousakos, pour votre question. J'avais dit dans mon discours que j'étais pour en parler en septembre prochain. Mais là, je m'étais préparé au cas où certains collègues ne seraient pas en mesure d'attendre en septembre prochain. Donc, j'ai extrait la portion du discours qui était dans les documents budgétaires en février 2000 pour comprendre pourquoi que le ministre des Finances proposait une réduction du taux d'inclusion sur les gains capital. Donc, il y a 4 phrases, Madame la Présidente, ça va être vite. Le secteur de la haute technologie et les autres industries à croissance rapide sont des moteurs particulièrement importants pour la croissance économique du Canada. Le régime fiscal canadien doit être propice à l'innovation et assurer aux entreprises l'accès aux capitaux dont elles ont besoin dans une économie de plus en plus concurrentielle et axée sur le savoir.
Un examen du régime d'imposition des gains capital au Canada a indiqué qu'une réduction du taux d'inclusion des gains capital qui passerait des 3/4 aux 2/3 constitue le meilleur moyen d'atteindre cet objectif. C'est pour ça qu'il l'a proposé. Senator Wells? Thank you, Speaker. Well, Eh bien, sénateur Gignac, vous venez d'ouvrir la porte, en quelque sorte. Vous avez mentionné qu'il faut que les entreprises aient accès à du capital pour innover. Lorsque le ministre des Finances, Martin, qui était quand même conservateur dans ses politiques, lorsqu'il a fait baisser de 75 à 50 % le taux d'inclusion, est-ce que ça a eu les résultats escomptés? Est-ce que, dans le fond, ça a permis d'injecter de l'argent dans l'innovation et dans l'accès aux capitaux? For your question. Je vous remercie de votre question. Et c'est une question intéressante. Et on pourrait certainement en débattre. Je suis convaincu qu'on va en débattre justement en octobre et en septembre, lorsqu'il y aura le projet de loi comme tel, parce que, bon, je respecte grandement les financiers du ministère des Finances. J'y ai travaillé moi-même. Et je pense que le sénateur Lefreda en a parlé, et le sénateur Gould l'a dit aussi. Si on augmente ou si on réduit le taux d'inclusion, ça n'a pas de grande incidence. Mais quand Paul Martin faisait cela, c'était en février 2000. Souvenez-vous qu'est-ce qui s'est passé en 2000? C'était l'effondrement de la bulle technologique. Nortel, par exemple, là, qui a dû mettre plus ou moins la clé sous porte, là, pas longtemps après, bref. Alors, il y avait des compressions, il y avait des licenciements, il y avait plus de capitaux disponibles pour le développement des technologies. Les communications, évidemment, c'est une grande partie des investissements en la matière. Alors, est-ce que c'est lié au fait que cette inclusion n'avait pas d'incidence? C'est parce qu'il y a eu l'éclatement de la bulle technologique que le Nasdaq a périclité. Alors, je fais confiance à Paul Martin. J'ai couvert plusieurs de ses budgets. C'est effectivement un des ministres des Finances les plus conservateurs parmi les libéraux qu'on ait jamais vus. Et si j'avais à choisir entre l'opinion de Paul Martin et l'opinion des fonctionnaires du ministère des Finances, en tout respect pour les fonctionnaires, je choisirais Paul Martin et son opinion. Mais ne vous trompez pas, je n'ai pas tranché encore. Est-ce que je vais être d'accord par rapport à cette augmentation? Parce que du point de vue de la justice sociale, $1, c'est $1, c'est $1, et je suis d'accord que dans une certaine mesure, il faut que ce soit pareil. Mais ça n'a pas été fait comme il faut. Il faut vous donner 6 mois de préavis, si pas 12 mois à tout le moins. Hein, on n'est pas en train de taxer le tabac ou l'alcool. On a besoin de prévisibilité. Mais en ce qui a trait à l'économie, à l'impact économique, je pense que ce sera négatif. À une époque, on a à la remorque en matière de productivité dans l'OCDE. On a besoin d'investissement. Il faut qu'on ait accès aux investisseurs étrangers. Il faut envoyer le bon signal, leur dire qu'on veut créer de la richesse. Moi, j'ai le sentiment que la priorité, c'est de redistribuer la richesse. Bon, d'accord. Alors, il faut réduire les inégalités, oui. Mais il faut que nous ayons aussi des politiques qui nous permettent de créer de la richesse. Merci. OK. Senator Dasco. Sénatrice Dasco, répondriez-vous à une autre question, sénateur Gignac? Bien sûr. Merci beaucoup. Je vous remercie de votre discours, de vos observations sur le projet de loi budgétaire. Voici la situation. Un projet de loi budgétaire avec des mesures non budgétaires et on a aussi un projet de loi budgétaire qui ne se trouve pas les mesures budgétaires qui devraient s'y retrouver. C'est indésirable comme situation. Vous avez parlé des désavantages liés à cette situation, mais pourrait-il y avoir un avantage dans la séparation des deux, dans la mesure où
nous serons en mesure de scruter à la loupe le projet de loi sur les gains en capitaux. Peut-être nous pourrons le modifier, peut-être nous pourrons en discuter pleinement. Et bien sûr, c'est la critique que nous formulons à l'égard des mesures non budgétaires dans le projet de loi du budget. Alors, est-ce que ce ne serait pas un avantage là, de cette séparation? Une minute pour répondre à des questions. Oui, si c'est possible. Yep. Do we have a consent for... Le consentement est-il accordé? 5 minutes tout au plus? Question, sénatrice Dasco. Évidemment, je n'ai pas d'objection. Je n'ai pas d'objection. I have no problem to separate some. Ça ne me dérange pas de retirer certaines mesures fiscales du projet de loi de mise en œuvre du budget. Si la mesure n'est pas à veille d'être mise en œuvre, mais en l'espèce, mon problème, là, c'est que on parle d'une mesure qui serait en vigueur dès le mardi suivant la Saint-Jean-Baptiste. Bon, c'est une coïncidence, mais c'est comme ça, là. C'est la date qu'on a choisie. C'est un hasard. Alors, si vous vous séparez et que vous n'incluez pas une partie budgétaire, mais que là, vous appliquez une certaine mesure et que le projet de loi est présenté par après, ben moi, je vous dis bonne chance pour proposer ou voir des amendements acceptés. Parce que, bon, c'est déjà en vigueur, vous comprenez? Je préfère l'approche de Michael Wilson, il y a 45 ans, qui avait donné un préavis de 6 mois, qui avait publié un livre blanc disant que le taux d'inclusion des gains en capital allait être augmenté. Et ensuite, la Chambre des communes et le Sénat avaient eu la chance d'entendre des témoins et d'en débattre. Ils ont passé une motion de voix et de moyens quelques semaines avant la mise en œuvre, mais il y avait eu des consultations pendant 6 mois. Mais ce n'est pas ce que nous avons cette fois-ci. Et il n'y a pas eu de débat. On peut en débattre tant qu'on veut cet automne, mais pensez-vous vraiment que le gouvernement va accepter un amendement? Si vous avez accepté une offre d'achat de votre immeuble en revenu, parce que j'ai reçu des requêtes, des courriels, j'ai un couple qui n'est pas c'est riche, il n'y a pas un revenu de fonds de pension. Son fonds de pension, c'était ses 2 immeubles à revenus. Ils ont accepté une offre d'achat. Mais parce que le nouvel acheteur va passer par la SCHL, il y avait un délai de 2-3 mois. Bien, devinez quoi? Ils vont être imposés en vertu du nouveau inclusion de gain capital. Et ils m'ont dit que s'ils avaient su, OK, ils leur auraient demandé un prix plus élevé. Pourquoi? Parce que ce qui prévaut, c'est l'acte notarié. Ce n'est pas la date de l'offre d'achat qui est acceptée, c'est la date notariée. Vous avez un paquet de situations comme ça. Les fiscalistes ont tous dit que c'était une période trop courte, 2 mois. C'est le premier enjeu. Et deuxième enjeu, c'est dans une situation comme ça, comment voulez-vous proposer ou aller avec des amendements? Sénatrice Bellemare? Ça va? Sénateur Oussakos? I only wish that the government would... Moi, j'aimerais simplement que le gouvernement demande au sénateur Gignac et à la sénatrice Marshall leur conseil pour mettre de l'ordre dans leurs finances. Quand vous reviendrez là, cet automne avec cette question intéressante, pensez-vous qu'il est intéressant et important qu'on puisse définir c'est quoi là, quelqu'un qui est riche? C'est quoi pauvre? C'est quoi être de classe moyenne? C'est quoi être riche? Et tant qu'on n'aura pas cette compréhension, parce que, bon, quand on a parlé des gains en capital, bon, on dit qu'on s'attaque aux riches, mais ça inclut les électriciens, les plombiers, les médecins, les Canadiens qui travaillent fort, qui mettent de côté de l'argent pour leur vieux jour et qui travaillent fort et qui ensuite payent des impôts, premièrement, et ensuite qui voient leurs efforts être d'un autre 16% unilatéralement, là, volés par le gouvernement. Êtes-vous d'accord avec ça? Je veux remercier aussi les gens du ministère des Finances parce qu'on a toutes les informations par tranche de revenus et on sait quel pourcentage de recettes que c'est telle tranche de revenus. Il faut faire une distinction entre les entreprises et les particuliers parce qu'il y a des professionnels qui se sont incorporés. On ne peut penser aux dentistes,
On peut penser aux médecins qui ont un impact, qui, eux, n'auront pas l'exemption de 250 000. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. En fait, je sais que mon collègue sénateur Lefreda s'est montré disponible pour être le prochain parrain d'un projet de loi. Moi, je peux m'offrir au gouvernement d'être parrainé ce projet de loi-là s'il accepte des amendements, parce que j'aurais beaucoup d'amendements à proposer. L'inclusion de taxes capitales. Hier, il y avait Luc Godbout, un spécialiste qui était au comité permanent des finances. Il y a beaucoup de changements. Donc, l'idée, pour vous répondre à votre question, il y aura beaucoup à dire à l'automne. Personnellement, je suis ambivalent d'approuver ou non, parce qu'au plan justice sociale, c'est la chose à faire, mais au plan économique, je ne suis pas convaincu. Le temps est